Dans une phase de recrutement, dans un de mes entretiens, j'utilise les Lego. Avec le candidat, je joue au Lego. J'ai eu des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit mais Max, moi ce que je veux, c'est pas un player, c'est de créer une radio. On sort de nos études, on fait 40 000 euros d'ARR, on prend 10K à la banque. Pour te donner une idée, chez Ocha, on travaille avec 30% des entreprises du CAC 40. En Suisse, ils ont une chaîne de télé. Aujourd'hui déjà, le bulletin météo est entièrement généré par une IA. Je peux t'assurer que Madame Michu, 59 ans, qui est devant son poste de télé, n'a aucune idée que c'est une Madame Michu, déjà. C'est pas parce que YouTube est accessible via Internet que c'est grâce à ça qu'ils ont un succès. C'est parce que YouTube a... Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2, il s'agit de Weglot. Weglot, c'est une solution de traduction de site web no-code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Weglot traduit et affiche tous les contenus de ton site. Ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipes marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Poney Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Weglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Weglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde, avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, Ecovadis, Pigment, Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit, et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. SANDWICH 15 avec le code SANDWICH15, du coup 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Ouais, donc en fait là t'étais en train de m'expliquer en off parce que du coup on se connaît pas très bien et t'étais en train de m'expliquer en fait la naissance d'Ocha et du coup vous aviez créé de base une boîte qui s'appelait Radio King que depuis vous avez revendu à Énergie et tu vas nous expliquer un petit peu tout ça et que c'était en fait sur cette techno là que vous, après, vous avez développé Ocha que tout le monde connaît aujourd'hui, quoi. C'est pas sur cette techno-là, mais c'est grâce à la fois à la connaissance du marché qu'on avait de l'audio digital à l'époque, et c'est aussi grâce à la connaissance de faire un SaaS digital, alors audio certes aussi, et toute cette expérience-là et cette connaissance-là, elle nous a été incroyablement utile, parce que je pense que quand tu montes une SaaS de zéro, il y a plein de questions que tu te poses. Pas uniquement produit, mais même sur la façon de vendre, etc. Et en fait, nous, on avait toutes ces infos. Et on a pu bâtir une nouvelle boîte de zéro, mais en ayant une connaissance et un point de départ qui était un peu cheaté par rapport à ce que d'autres peuvent faire. Ok, intéressant. Toi, t'as quel âge, Max? J'ai 36. Ok, on est à peu près de la même génération. Toi, du coup, peut-être 87 ou 88? 88. 88, donc t'es de fin d'année? Je suis mars. Donc t'as 35, du coup? Ah, donc j'ai 35? J'ai 35 alors. Ok, mars, moi je suis du 27 février et toi? 10 mars. Ah ok, donc poisson aussi, donc on a même pas 2 semaines de différence, donc ok. On va faire un peu la classique. Est-ce que pour on va dire remettre un peu les prémices de qui tu es, toi comment dans la vie de tous les jours comment tu te présentes? C'est une bonne question. Écoute, moi, je me présente comme un créateur. Je suis un amoureux de créer des choses. Et tu sais, on nous dit souvent que dans l'entrepreneuriat, t'as les créateurs et t'as les développeurs. Ouais. Je suis foncièrement plutôt un créateur. Je m'éclate quand il y a un challenge à créer quelque chose de nouveau, à imaginer quelque chose de nouveau. Que ça soit dans l'entrepreneuriat, que ça soit dans le software, que ça soit même en objet, en dur. Tu vois, je suis un fan de Lego, par exemple. Et en fait, je suis un créateur. Donc, si je devais me présenter, je te dirais, j'aime créer des choses. Ouais, c'est ça que j'avais vu une étude là-dessus qui disait que les gamins qui aimaient bien jouer au Lego avaient plus de chances de faire des bons entrepreneurs parce que c'était des gens qui déjà de base aimaient en fait passer de rien à créer quelque chose, en fait avoir la patience de créer quelque chose avec des Lego. J'adorais les Lego moi-même. Ça serait intéressant de faire ce genre d'études, savoir combien d'entrepreneurs jouaient au Lego quand ils étaient petits, quoi. J'aime tellement les Lego que je l'ai intégré même dans mon processus de recrutement. C'est qu'à un moment donné, je pourrais t'expliquer, mais à un moment donné, j'utilise les Lego dans notre phase de recrutement. Dans un de mes entretiens, j'utilise les Lego pour avec le candidat, je joue au Lego.
Bah vas-y, non mais c'est intéressant, c'est assez original. Tu leur demandes de faire quoi du coup? En fait, c'est très simple, c'est que moi, évidemment, je fais le dernier entretien pour essentiellement valider le fit et les valeurs. Ouais. Et au début de l'entretien, j'ai posé une caisse avec plein de Lego au centre de la table et je demande au candidat ou à la candidate, est-ce que t'es ok si tous les deux, pendant qu'on discute, est-ce que t'es ok qu'on construise chacun quelque chose de notre côté? Et puis à la fin, voilà, on se montre simplement nos créations. Voilà. C'est trop bien, putain. Tout simple. Et donc, et le truc, il est pas plus compliqué que ça. Mais durant tout l'entretien, le candidat ou la candidate, et moi de mon côté aussi, on est en train de construire quelque chose. Donc en fait, on est en train de jouer quelque chose. Ouais. Ce qui veut dire qu'on crée déjà un lien particulier. Et à la fin, on se montre le truc. Pourquoi je fais ça? La première raison, comme tu le sais, c'est qu'on est sur un univers qui est hyper concurrentiel. On a besoin de se différencier. Et c'est très simple, mais ne serait-ce que jouer au Lego, ça permet aux candidats déjà de comprendre que chez nous, on est un peu différent et on est un peu, on se différencie des autres. La deuxième chose, c'est que la première chose que va faire un candidat quand il rentre chez lui, c'est quoi? C'est de raconter sa journée et l'entretien qu'il a eu avec sa copine, son copain, etc., ou sa famille. Et si on peut avoir le copain ou la famille dans la poche, juste parce qu'ils vont se dire, ah putain, c'est rigolo, ça, c'est atypique, tu vois. Sympa, ouais. Et ben, on les a directement. Tu vois ma réaction là, tu vois, je trouve ça trop cool, quoi, tu vois. La troisième chose, et c'est surtout la plus importante en réalité, sur laquelle pourquoi je fais ça. Quand tu fais des Lego, quand tu fais quelque chose, quand tu es en train de bâtir quelque chose, tu peux pas réfléchir en même temps à ce que tu es en train de bâtir et à ce que tu es en train de dire. Donc tu vas pas cheater. Tu peux pas cheater. Tu peux pas réfléchir à la connerie que tu veux me balancer. Ouais. Tu es obligé de me dire la vérité et en fait, ça crée un espèce de cadre beaucoup plus conversationnel que entretien, question-réponse. Et en fait, moi, j'utilise ça aussi pour moi-même, pour me mettre vraiment dans un moment où je suis en conversation avec la personne et je suis pas en mode question-réponse. Et ça crée un échange aussi qui est plus sincère, plus proche, qui crée quelque chose de vraiment différent. Voilà. Et c'est essentiellement pour ça aujourd'hui que je fais des entretiens avec des Lego. Mais tu sais que ce serait un super concept, ça, ce genre de podcast. C'est avec ton invité. Pendant la demi-heure, l'heure pendant laquelle tu fais l'interview, tu le fais jouer au Lego et en fait, je pense pour la même raison, j'ai la chance, ça m'arrive pas trop et souvent j'essaye justement de remettre, on va dire mon invité dans un mode conversationnel parce qu'il y en a qui ont tellement l'habitude de faire des interviews, tellement l'habitude de faire des podcasts, que sans s'en rendre compte, en fait, il déroule. En fait, il déroule des éléments de langage, il déroule un storytelling, et parfois, tu vois, ça peut manquer un petit peu d'authenticité. Et ça, que si je les faisais jouer en même temps, bon, là, on serait un petit peu loin, là, c'est peut-être pas le meilleur. Ça sera chiant pour les micros. Je vais pas te mentir comme je suis dans le son. Faudrait le faire derrière, tu vois, quand t'es en mode sur une table, l'un en face de l'autre, mais c'est une bonne idée de concept, ça. Et puis, visuellement, je pense, en mode YouTube, ça doit être hyper sympa à regarder. Tu vois, d'écouter la conversation en regardant du coup les créations des deux qui sont en train de naître, quoi. Le YouTuber Amixem, sa vidéo la plus vue, c'est une vidéo où il fait des Lego. Donc je prends note, je te piquerai sûrement l'idée et même peut-être pour les entretiens, je pourrais essayer de ça ne marche que quand tu es en présentiel du coup. Ça ne marche que quand tu es en présentiel, c'est pour ça que je le fais, c'est l'entretien qu'on fait que à la fin. Ouais. C'est le seul entretien où on demande au candidat ou la candidate d'être en présentiel et c'est pour ça que je le fais à ce moment-là. Mais là, par exemple, jeudi, je vais le faire. J'ai un mec de Marseille qui va venir et puis on va jouer au Lego. Ok, intéressant parce que ça, que là, on a un petit peu divagué sur cette histoire de Lego, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc toi, t'es le CEO de Ocha. Ouais. Donc Ocha, c'est vrai que c'est un marché un peu niche. C'est surtout les créateurs de contenu qui connaissent parce que, alors, je vais essayer de le dire avec mes mots et tu vas le dire après avec les tiens. En fait, Ocha, c'est une plateforme qui permet de distribuer, de diffuser beaucoup plus facilement ces contenus podcast. Mm-hmm. Par exemple, moi qui ai monté mon podcast cette année, et ben du coup la personne qui gère ça chez moi, on est sur Ocha et en fait, il distribue le podcast sur Ocha et automatiquement, ça va le mettre sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer et sur toutes les autres plateformes qu'il faut utiliser. Je sais pas si je l'ai bien résumé, mais je pense que vous faites pas que ça, mais en tout cas moi c'est la feature que j'utilise aujourd'hui. Ouais, écoute, c'est la première feature pour laquelle on vient clairement sur Ocha, qui est celle-ci, qui est distribuée. En fait, ce qu'on connaît pas forcément quand on est en dehors du monde du podcast, c'est vraiment une particularité du domaine du podcast, qui est que là où sur la vidéo, quand tu veux faire une vidéo, tu la publies sur YouTube et après tu la regardes sur YouTube. En podcast, c'est différent. Là où tu la publies, c'est pas là où tu la regardes. C'est pas là où tu l'écoutes plutôt. Et donc, comme il y a une multitude, là encore, très
grande différenciation du podcast parce que c'est l'un des rares médias où ça se passe comme ça. Mais comme il y a une multitude de plateformes de distribution, Apple, Spotify, Amazon, Google, Même etc. s'il y en a 3 qui doivent se distribuer 90-95%. Franchement, oui, c'est sûr que il y a après. Donc Apple Podcast, Spotify, on va dire, c'est du 45-45. Ça dépend. Peut-être 5 sur Deezer et après. Au global, c'est Apple Podcast et en tout cas sur nos stats à nous est beaucoup plus haut que. Ouais, alors moi, c'est assez égal. Spotify, je crois qu'Apple Podcast, c'est peut-être 2-3 points au-dessus de Spotify. Et j'ai parlé avec 2-3 autres podcasteurs qui, en effet, me disent que Apple Podcast est au-dessus, mais pas tant que ça au-dessus de Spotify, quoi. Ça dépend. Tu vois, par exemple, moi, je consomme sur Spotify les podcasts. Ça dépend. Tu peux avoir des différenciations, notamment quand tu es un média et que tu vois, par exemple, on a Radio Classique chez nous. Forcément, quand tu es un média un peu plus mainstream et que tu touches peut-être aussi une génération un peu moins jeune, tu peux avoir un peu plus d'Apple Podcast que Apple Podcast est d'office sur ton téléphone et ça s'appelle Podcast. C'est juste qu'en fait, et voilà, c'est ça qui est ouf qu'il fasse un bon score, alors que du coup, tu peux l'écouter que sur iPhone, je suppose. Non, même pas. T'as un Android, tu peux avoir Apple Podcast non, on est d'accord. Tu ne peux l'utiliser l'écouter que si tu as un iPhone. Oui, et en même temps, c'est marrant parce que c'est lié aussi au persona typique de l'auditeur de podcast, même si évidemment il y a plein de types de personas, hein, on est clair, mais le persona podcast, il est plutôt comme toi et moi, dans la trentaine, plutôt cadre, plutôt urbain, et donc forcément, qui dit cadre dit plutôt iPhone, c'est aussi bête que ça, et qui dit iPhone dit Apple Podcast. Voilà. Ok, non, très bien. Et toi, comment... Alors, on avait commencé très rapidement en intro, parce que c'est vrai qu'on peut le dire, c'est qu'on m'a appuyé sur Rec alors qu'on était en train de discuter, donc on a tout de suite embrayé. Mais toi, en fait, comment t'en es arrivé là? C'est quoi un peu très rapidement peut-être ton parcours scolaire et pro, et comment t'es devenu entrepreneur? Est-ce que c'était écrit que tu deviennes entrepreneur? Est-ce que, je sais pas, peut-être tes parents sont entrepreneurs, des proches ou pas? Comment ça s'est fait dans ton cas? Non, j'ai pas de parents entrepreneurs. J'ai toujours su que je voulais devenir entrepreneur. Je ne savais pas quand je le deviendrais et je pensais pas que je deviendrais entrepreneur de cette façon-là. Mais j'ai toujours su, enfin moi-même, que j'allais vouloir devenir entrepreneur. Et je pense que mon entourage, mes amis, ma famille, l'avaient très vite compris aussi. Depuis que tu joues au Lego, quoi. Ouais, depuis que je joue au Lego, depuis que je crée des choses, depuis que j'aime prendre le lead aussi sur des choses, etc. J'aime emmener les gens sur des choses. Enfin voilà, tu vois, c'est un ensemble de facteurs qui fait que ça paraissait évident. Ouais. Et déjà moi, c'est venu parce que en fait, c'est venu sans le vouloir. Par rapport à beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est ça qui est marrant, c'est que je me suis jamais levé un matin en me disant je vais quitter mon boulot et je vais entreprendre. J'ai jamais eu ce truc-là où je sors de mes études, allez, c'est parti, j'entreprends. Je n'ai jamais eu ce truc-là. C'est très très particulier pour moi et donc j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour ceux qui font ce choix-là. Moi, dans mon cas, j'étais étudiant, j'aimais encore une fois créer des choses et j'avais un amour pour l'audio. Il faut savoir que j'étais donc dans les années, on était dans les années 2000-2005 et à cette époque-là, YouTube n'existait pas encore. Parce que YouTube, c'est quelle année? C'est 2006, non? YouTube, c'est 2000, de mémoire, c'est 2005. Ouais. L'iPhone, c'est 2007 et YouTube, de mémoire, c'est 2005. Nous, on était au lycée, là, pour que les plus jeunes puissent comprendre que nous, on a connu YouTube, on était au lycée même pendant nos études. Exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça. Parce que même si on parle pas de YouTube, on peut même parler, avant de parler de YouTube, on peut parler du mobile. On a tous les deux connu une époque où le soir, et moi, ça, c'était vraiment important pour moi. Le soir, je me retrouvais dans mon lit. Et le seul moyen que j'avais pour interagir, pour être connecté au monde extérieur, moi, j'avais pas de télé dans la chambre, j'avais une radio. Et c'était le seul moyen que j'avais là-dessus. Et à l'époque, nous, on avait les radios libres. Alors, encore aujourd'hui. Skyrock, D-Full, qui existait déjà quand on était en 6e et qui officie toujours sur Skyrock. C'est ça qui est ouf. Moi, c'était Fun Radio. Et j'ai l'impression qu'il était déjà vu, en plus, à l'époque, quand j'étais en 6e. Donc, en fait, je pense que c'est un mec qui a maintenant, qui a plus de 50 ans, 55, ou un truc comme ça. Je te le confirme. Ouais. Il est plus d'âge. Je crois qu'il avait déjà plus de 30 ans quand nous, on était en 6e, donc, Et en fait, j'étais un amoureux des libres antennes, de l'audio. Tu vois, ça m'a créé un amour sur ça et j'étais tous les soirs connecté à ma radio pour être relié au fait au monde et j'aimais cette interactivité qu'il y avait. Et donc après, j'ai été amené à faire des études informatiques et je te disais, en 2005, il y avait pas YouTube et les radios sur Internet étaient en train de se développer vraiment. Et c'est là où j'ai commencé moi-même à travailler avec une radio sur Internet,
J'étais animateur, j'étais responsable web, et puis après j'ai pris la direction de cette radio. Et ça m'a amené à développer des choses autour des radios sur Internet. Et c'était quoi cette radio? Cette radio, elle s'appelle toujours Futur Radio. C'est l'une des radios, alors il y a quelques-unes comme ça qui font partie des précurseurs des radios sur Internet, à une époque où c'était très technique, et je pense que ça l'est encore en réalité, de créer une radio sur Internet. C'est très très difficile. Parce qu'il y a encore des gens, du coup, en fait, qui créent des radios sur Internet. Parce que Oui. quel est en fait l'intérêt d'avoir une radio sur Internet aujourd'hui, alors que c'est parce qu'en fait, du coup, t'as pas besoin d'être sur une bande FM ou un truc comme ça. C'est beaucoup plus simple, en fait. Alors déjà, la bande FM est saturée. Ouais. Tu peux pas avoir des milliers de radios. Tu as une limitation sur la bande FM. Donc effectivement, à un moment donné, comme tu peux pas être sur la bande FM, bah tu crées en radio et en web radio d'abord. Il y a certaines web radios qui ont été créées d'abord comme ça et qui après sont passées en FM. Okay. Puis après, il y a des amoureux. Il y a des amoureux de l'audio, beaucoup d'amoureux aussi de la musique qui ont envie de créer un flux qui gère eux-mêmes et sur lequel tu peux te brancher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ok, donc toi là, à ce moment-là, donc on est au milieu des années 2000. Ouais. Donc à ce moment-là, donc toi t'es vers le bac, quoi, grosso modo. Mm-hmm. Et déjà tu bosses pour, on va dire, une radio en ligne, quoi. Ouais, c'est ça. Et je démarre mes études d'informatique vraiment en bossant de plus en plus pour. T'as fait quoi comme étude, quoi? J'ai fait un master informatique. C'est quoi, à la fac ou en école? Fac. Et puis ouais, fac. Ok. Fac. Et j'ai eu cet amour-là. J'ai travaillé pour cette radio. Je l'ai quitté. Et en fait, j'avais envie de continuer à faire des projets pour les radios. Et c'est là où j'ai commencé à créer un peu un side project, tu vois, en tant qu'étudiant, j'ai créé un peu un side project en me disant, ça va me faire un petit peu de sous, mais juste pour m'amuser à côté, quoi. Et le fait de lancer ça, en commençant à vendre quelque chose, je crois que j'ai été pris dans un engrenage où, en fait, j'ai pas compris que je me lançais dans l'entrepreneuriat. Mais je me suis vraiment lancé dans l'entrepreneuriat là-dessus. J'ai commencé à avoir des retours clients, des demandes, des insatisfactions. Et j'ai commencé à comprendre que ma marque était pas assez bien. Et j'ai beaucoup travaillé pour améliorer ce produit-là, cette entreprise au fur et à mesure. Et ça m'a pris. Et donc, pendant que j'étais étudiant, je dépassais les seuils. C'était l'auto-entreprise venait d'être créée quasiment. Je dépassais les seuils, franchement. Parce qu'à l'époque, c'est quoi? On pouvait aller jusqu'à 50 ou 60, non? Même pas? C'était ça. Ouais, c'était à peu près ça. Parce que donc, du coup, parce que ça, c'est intéressant pour raconter vraiment un peu l'histoire. Donc, t'es pendant tes études, tu crées cette radio en ligne. Tu peux donner, c'était quoi la brand? Tu parles du service? Pardon, c'était quoi la marque, en fait, de cette radio? Comment elle s'appelait? Alors, la radio en ligne sur laquelle moi je bossais, c'était Futur Radio. Et celle que toi, tu crées? Non, mais moi, j'ai pas créé de radio en ligne. J'ai créé tout de suite des premiers services pour aider les gens à créer leur propre radio. Ok, voilà, c'est ça. J'ai tout de suite aidé sur le côté soft de vouloir proposer des choses à destination des radios en ligne pour que elles-mêmes puissent faire facilement de la radio. Techniquement, tu proposais quoi comme feature en fait? En fait, au début, c'était un player web. C'est bête, hein, mais à l'époque, pareil, les players web, juste le bouton play, volume, affichage du titre en cours et 2-3 fonctions autour, c'était un peu technique. Et moi, j'avais développé ce truc-là. Et en fait, les radios qui étaient sur Internet, elles étaient parfois un peu en galère d'avoir ça. Et moi, je leur vendais. Et puis, en fait, très vite, j'ai eu des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit, mais Max, moi, ce que je veux, c'est pas un player, c'est de créer une radio. Et donc, je me suis dit, on va créer le service. Et donc, on a commencé à créer le service. J'ai été aidé par mon cofondateur Charles. Et on a développé ça. C'était aussi, à ce moment-là, on arrivait 2007, début de l'iPhone, on s'est dit, là, il y a un truc à faire. Bah oui, parce que là, du coup, les gens voulaient avoir la radio dans leur téléphone. Exactement. Et donc là, on a commencé à développer un peu des applications templates pour toutes les radios qui pouvaient pas se payer des devs, etc. Des web apps, du coup, hein? Non, c'était des vraies applications, on appelait ça template parce qu'on faisait à chaque fois le même format, on changeait les couleurs, on mettait le logo et puis on vendait ça très cher. En fait, un template en marque blanche que tu pouvais après personnaliser, modifier, puis on publiait ça. Et on a fait les gens te payaient un abonnement. Ouais, exactement. Ça coûtait combien, un truc comme ça? Pas très cher, on vendait ça à moins de 1000 balles par an. Oui, voilà, ça. Voilà. Moins de 80 € par mois, quoi, du coup. Un truc comme ça, ouais. Ok. Donc ça, tu lances ça pendant tes études, donc tu te trouves un cofondateur. Ouais. Parce que quoi, il te manquait quoi, toi, comme compétence pour développer? En fait, moi, j'étais informatique et marketing et sales, mais j'ai besoin d'un mec qui soit très tech, notamment pour la partie appli mobile. En 2007, trouver des développeurs d'applications mobiles. Et moi, j'avais pas le temps de m'intéresser, et pas l'envie d'ailleurs, de m'intéresser à comment développer une app. Et lui, il était passionné par ça. Et en fait, c'est lui qui a développé toute la tech sur la partie développement d'applications. Et donc là, très vite, comme tu dis, tu tapes les
les plafonds de l'auto-entreprise. Ouais. Donc vous montez une boîte et en fait là tu te retrouves entrepreneur alors que t'avais pas vraiment prévu ça de base quoi. En tant qu'étudiant déjà. Ouais, c'est ça, c'est que ça a été une continuité. Au fur et à mesure, par rapport à notre développement, c'était une continuité. J'avais pas imaginé que ce serait ça mon entreprise de départ. Et alors là du coup on est dans l'ultra niche. Comment tu fais pour trouver tes premiers clients? Alors, franchement, salement. Toutes les techniques étaient bonnes. Un jour, alors, technique de nulle au départ, parce qu'elle marche très très mal. Scrapping. On avait trop trouvé des bases, on arrivait à scraper des choses, etc. On avait des emails de personnes qui pouvaient être intéressées, donc on avait fait ça prenait un peu, mais c'est vraiment nul. Et puis un jour, on tombe sur un mec, dans une formation, hyper intéressant, et le mec nous explique que sa méthodologie, lui, pour faire connaître son site web, c'est de créer, et à l'époque nous on découvre, de créer des landing pages. Sauf que lui, il avait une méthode très particulière, il nous explique, non, mais en fait, il crée une landing page qui a à chaque fois la même tête, sauf que le titre et le texte est à chaque fois différent pour une requête. Et donc il nous explique, par exemple, donc nous on a mis ça en place avec plein de stagiaires, et on a créé un truc comme genre 1000 pages, mais par exemple si tu tapais créer une radio associative, créer une web radio associative, et on l'a même fait sur les religions, parce qu'il y avait beaucoup de web radios religieuses, créer une web radio musulmane, créer une web radio chrétienne, créer une web radio, etc., etc. À chaque fois, nous, on avait la page qui était associée, et en fait, on a gagné un boost. Alors, grâce en fait par le SEO en fait, pour être premier dans les long trains très nichés quoi en fait. Exactement. Et ça nous a boosté à mort. C'est vraiment les techniques de l'époque qui aujourd'hui tu peux pas les reproduire exactement la même chose parce que Google a beaucoup changé et il y a beaucoup de nouvelles techniques là-dessus. Mais en tout cas à l'époque, on est tombé au bon moment, on a compris un peu les techniques, des techniques sociales, des techniques SEO, et on a fait pas mal de choses. Très peu de publicité finalement parce qu'on n'avait pas les moyens. Et donc on a quand c'est ultra niche comme ça, c'est tu t'es sur un coup d'acquise énorme, sachant que t'étais pas sur un panier moyen énormissime. Exactement. Ouais. Donc déjà tout automatisé. On voulait tout automatiser pour que vraiment, tu vois, on faisait encore qu'on a lancé la première fois Radio King. On était parmi l'une des premières boîtes où il était possible de créer toi-même ta propre application avec un simulateur. Donc tu avais un formulaire d'un côté, un simulateur de téléphone de l'autre. Tu concevais toi-même ce que tu allais mettre dans ton application, tu cliquais sur payer, et 5 jours après, nous on publié l'application pour toi, et en fait, grâce à ton formulaire, tu pouvais encore changer le contenu en temps réel. Putain, c'est bon ça. Tout ça, on avait automatisé pour dire, on veut pas parler à un seul client au moment où il achète le truc, parce que ça va nous prendre trop de temps, et que nous, notre rêve à l'époque, c'était de pouvoir vendre, même quand on dormait. Ok, donc ça s'appelle Radio King, et tu me le disais tout à l'heure en off, ça se développe quand même plutôt rapidement, parce que ça que tu m'as parlé que vous étiez arrivé à 40 000 euros d'ARR. Donc encore une fois, quand tu fais un business SaaS étudiant, du coup il y a une quinzaine d'années, ouais. Grosso modo, ouais. C'est pas mal quoi. Ouais, carrément. On est surtout sur un marché niché comme ça. Ouais, mais surtout on était 2 étudiants, on avait pas grand chose à payer pour nous, donc faire 40K de revenus, on avait très peu de charges. Enfin vraiment, c'était hyper cool. Des stagiaires quoi. Ouais, on avait des stagiaires et donc et en fait, à partir de là, on a décidé vraiment de bootstrapper et de développer l'entreprise vraiment beaucoup plus fortement pour essayer de maximiser notre empreinte sur notre marché. Et donc du coup, cette boîte Radio King qui démarre pendant les études, c'est une histoire qui dure combien de temps? Non, Radio King, en fait, officiellement, c'est à peu près un peu plus de 12 ans. Ah oui, donc c'est quand même une longue histoire. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est à peu près 12 ans. Avant que je la vende, ouais. Et du coup, s'il y a 12 ans, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc là, vous finissez les études. Je sais pas si vous allez au bout d'ailleurs. Si quand même, vous allez jusqu'au diplôme. Ouais, si. Alors attention, hein, on sort de nos études. On a déjà une partie de Radio King qui existe à l'époque, mais ça s'appelle pas Radio King d'ailleurs à l'époque. Donc voilà. Et en fait, on sort de nos études et c'est là où on décide de tout rebrander, de l'appeler Radio King, d'améliorer le service par rapport à ce que je t'ai dit, de faire vraiment des trucs hyper automatisés pour pas être embêté. Et c'est à partir de là où vraiment on commence à développer. Donc on sort de nos études, on fait 40 000 euros d'ARR, on prend 10K à la banque et on décide de
vraiment essayer de développer cette boîte au maximum pour, on sait pas, en fait. On n'a pas fait de business plan parce qu'en fait, comme c'est déjà une boîte qui marche, sur laquelle on a déjà du revenu, on sait qu'à minima, de toute façon, on va pas, faire zéro de chiffre d'affaires le mois prochain. Donc, on est que en mode développement. Et ça, c'est hyper confortable. Et donc, au plus haut, vous l'amenez où, cette boîte? On est amené à 2 millions d'ARR. 2 millions d'ARR, combien de personnes? Je crois qu'on est monté jusqu'à 20 à un moment donné. Et ça, c'est une boîte que vous revendez il y a combien de temps et à qui? Et pareil, c'est quoi comment se passe ce processus? Donc, je vais spoiler, c'est au groupe Énergie. Ouais. Donc, il s'appelle comme ça, c'est Énergie? C'est le groupe Énergie. Moi, je pensais qu'Énergie appartenait à un groupe, en fait. Maintenant, c'est un groupe. Énergie appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Énergie, dans lequel il y a notamment une des boîtes dedans. Alors, techniquement, on l'a vendu à une des boîtes du groupe Énergie, mais voilà. Comment ça se passe à ce moment-là? C'est eux qui vous approchent? Comment se passe tout le processus de revente, quoi, en fait? Non, en fait, parce que entre temps on avait créé Ocha. Ah, ok, ça s'est pas fait. Non, parce que on a vendu l'année dernière, enfin cette année on a vendu à Énergie. Et Ocha, on l'a créé il y a 5 ans. Donc, pendant 5 ans, il y a eu les deux qui se sont... Pendant 5 ans, on a géré écoute, les on va boîtes. refaire un bond, en arrière. Donc là, vous êtes à fond sur la radio, donc ça se développe bien. Ouais. Et là, du coup, je pense qu'il y a ça, à 5 ans, la hype du podcast commence vraiment à se faire de plus en plus présente. Et donc, du coup, vous dites, bon, c'est un peu notre univers. Il y a pas mal de choses, même si c'est quand même deux outils totalement différents. Et là, comment vous prenez la décision, en fait, de vous diversifier et de monter, du coup, cette nouvelle boîte Ocha? En fait, même, tu vois, c'est très intéressant. C'était, comme on avait développé Radio King, on était à fond sur le marché de l'audio digital. Et, à un moment donné, avec Charles, on a pris un peu de recul sur ce qu'on faisait. Et si tu veux, on a compris un truc. Et je crois que c'est la première fois où on a vraiment eu du recul sur, on s'est regardé vraiment en face par rapport à ce qu'on faisait. On a regardé un autre média qui était très similaire au nôtre, la télévision. Il faut savoir que la télévision et la radio, c'est deux médias très très similaires. C'est deux médias qui sont déjà linéaires, c'est-à-dire que quand tu le démarres, tu le prends là où c'en est, tu peux pas revenir en arrière ou tu peux pas avancer. C'est deux médias que, à l'époque en tout cas, tu captais par une antenne et qui fait que tu as une limitation sur le nombre d'offres. C'est deux médias qui nécessitent d'avoir un matériel particulier pour le capter, un téléviseur ou une radio. Et c'est deux médias qui sont plutôt localisés. En fonction de là où tu es, tu vas avoir un programme qui est différent. Et quand on a regardé comment la télévision évoluait, notamment vis-à-vis de YouTube, on a regardé un peu plus comment YouTube fonctionnait. Et ce qu'on a compris vis-à-vis de YouTube, c'était que c'est pas parce que YouTube est accessible via Internet que c'est grâce à ça qu'ils ont un succès. C'est parce que YouTube, à travers son offre vidéo, a totalement transformé la façon dont on consomme la vidéo. Avec de la vidéo à la demande, avec de la vidéo avec un contenu illimité créé par des créateurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est toi, consommateur, qui décide vraiment ce que tu as envie de voir et pas quelque chose qui est assez globalisé finalement. Tu peux regarder n'importe où, facilement, tu as le contrôle sur la lecture, tu peux stopper, tu peux reprendre. Et donc, tous ces éléments-là, on a compris que c'était ça qui faisait le succès de YouTube et c'était ça qui faisait que YouTube était en train de dépasser, nous déjà à l'époque, la télévision aux États-Unis. Et quand on a vu ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qui serait le pendant pour la radio? Et donc, on n'a pas inventé le podcast, mais on a compris à quel point le podcast allait devenir quelque chose d'important. Et en France, en réalité, parce que nous, on a démarré Ocha il y a 5 ans, mais en réalité, on a même on travaillait 2 ans avant sur Ocha. C'est ça que ça paraît évident aujourd'hui. Il y a 5 ans, c'était pas aussi évident que le podcast ferait un boom pareil. Non, parce que vous avez eu un bon instinct, quoi. Nous, on a même, je te dis, on a commencé à travailler sur Ocha il y a peut-être même 7 ans, avant de le lancer. Et à ce moment-là, personne n'était sur le podcast. Même parmi les gros studios qu'on connaît aujourd'hui comme Bijojo, Binge a été créé au même moment quasiment que Ocha a été créé. Ouais. Parce que à l'époque, il y avait quasiment aucune offre podcast en France. Et donc, il y avait déjà du podcast qui était très fort aux États-Unis, mais nous on a mis un peu de temps à le comprendre et à le voir. Et néanmoins, on était quand même dans le bon timing de se lancer en France et de démarrer avec vraiment cette volonté de dire, on pense que c'est ça l'avenir. La deuxième chose qu'on a validée, c'est waouh, ça a l'air hyper compliqué en fait de mettre un podcast aujourd'hui sur toutes les plateformes, ça n'a pas l'air clair du tout. Donc ça, il faut qu'on simplifie. Donc on a une valeur ajoutée à apporter au marché. Ça a tout de suite été la première feature, ça? Le fait de clairement distribuer facilement en multi-channel? C'était la première mission d'Ocha
de simplifier la distribution. Et c'est toujours, aujourd'hui, on est d'accord, la première feature d'utilisation. C'est pas celle qu'on veut mettre en avant. Mais c'est ok. Donc là, je t'ai pas aidé là, du coup. C'est pas celle qu'on veut. Non, c'est pas grave, parce que c'est normal. C'est comme ça qu'on vous connaît aujourd'hui, principalement. C'est tout à fait normal. Mais en fait, on est là encore dans un moment de transition. On a une nouvelle vision par rapport à ce qu'on veut apporter au marché, et donc c'est normal qu'aujourd'hui, toi aussi, tu nous vois comme ça, et la plupart des personnes nous voient encore comme ça. Simplement, on est en train de transitionner vers autre chose. Ok. C'est vrai que moi, c'est pour ça que j'ai utilisé Ocha directement. C'est ça que je paye sur Ocha. Mais alors, du coup, c'est quoi cette fameuse deuxième feature que vous voulez plus mettre en avant? En fait, la nouvelle vision d'Ocha, c'est depuis maintenant à peu près 2 ans, c'est de pas être un hébergeur, mais d'être une plateforme de marketing pour le podcast. D'être, en fait, la meilleure plateforme pour t'aider à croître l'audience de ton podcast. Et de créer un ensemble, toute une stack marketing qui t'a ta disposition pour t'aider dans ce cadre-là. Alors on a commencé plutôt par des petites touches, mais comme de base, tu nous vois comme un hébergeur, en fait la différenciation qu'on a, c'est qu'on a un hébergeur avec des outils marketing. Là où on doit aller, c'est d'être plutôt une plateforme de marketing avec éventuellement un outil de hosting. Du coup, par exemple, moi qui viens de commencer, donc du coup qui est mis en ligne toute ma première saison là sur Ocha, tu vois, même là ils sont tous en ligne, mais là officiellement, je crois que j'ai lancé le 11e et je lance officiellement le 12e à la fin de la semaine. Donc tu vois, toi tu fais partie des invités de la saison 2 qui sortira, je pense dans une quinzaine de jours. Comment du coup tu me conseilles d'utiliser ta plateforme pour m'aider marketingment parlant à toucher plus d'audience? Alors par exemple, tu vois, on a lancé, quand je dis on a lancé, pour l'instant c'est encore en bêta privée, parce qu'on le teste encore beaucoup. On a lancé un outil qui est un outil de SEO, mais adapté au podcast. Ok. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le premier moyen de découvrir, le premier moyen qu'ont les auditeurs de chercher un podcast, fun fact, c'est d'aller dans une application mobile. Et comment ils font à travers une application mobile? C'est via la search bar. C'est-à-dire qu'ils cherchent directement le podcast qu'ils ont envie de trouver par des mots-clés, etc. Et aujourd'hui, aucun podcasteur ne s'intéresse vraiment à cette partie-là de la search sur Spotify, sur Apple ou sur d'autres applications. Pourquoi? Parce que il y a aucun moyen qui permet facilement de mesurer leur visibilité sur les résultats de recherche. Et pourtant, ça, t'as de la data sur les mots-clés que les gens tapent dans ces search bars? Ouais, on a défini un score qui est le search volume pour savoir qu'est-ce qui est le plus recherché. On travaille là en ce moment sur un score de difficulté pour comprendre là où ça va être le plus difficile pour toi de scorer. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'on utilise déjà cette techno avec des clients, des podcasteurs, etc. Moi, je fais pas mal de rendez-vous avec eux et généralement, je leur dis mais c'est quoi les mots-clés sur lesquels vous voulez être, etc. Tu vois encore. Moi, je saurais même pas te répondre, tu vois, à la limite, quoi. Mais tu vois, par exemple, j'avais un podcasteur, je vais pas le citer pour pas l'embêter, mais j'avais un podcasteur qui fait de l'actu sur le monde de la tech. Il y en a plusieurs, donc comme ça, on sait pas qui c'est. Et il me dit, mais moi, je veux être sur actu tech, tu vois, en mots-clés. Et il était genre un truc comme 10e. Et je lui dis, bah, tu sais quoi? Fais ça, change tes métadonnées. Change le nom de ton émission, change ta description, change tes titres d'épisodes, change les descriptions de tes épisodes. Le lendemain, il m'envoie un message, il m'envoie un screen, il est premier. Ok, mais alors ça, du coup, toi là, tu lui as donné des conseils oraux, en fait, il a eu la chance de parler directement avec le CEO de Ocha. Mais du coup, celui qui parle pas avec toi, comment il fait pour passer de 10e à premier de manière native avec l'outil? Comment ça marche? En fait, c'est exactement pour ça que pour l'instant, on ne sort pas cette fonctionnalité-là en public. Là, c'est en bêta privée. Ouais, parce qu'on est en train de beaucoup analyser les retours qu'on a vis-à-vis de cette fonctionnalité-là. Et on est en train de mieux comprendre à la fois le fonctionnement d'Apple et le fonctionnement de Spotify, puisque c'est sur ces deux plateformes qu'on étudie les résultats. Très chaud d'intégrer la bêta privée, on pourra en parler après. Donc ça, vous allez mettre, donc ça, c'est l'une des features que vous allez du coup vraiment mettre en place. Et donc, maintenant, ce qu'on doit faire, parce que je pense que c'est, indispensable pour la sortie de cette fonctionnalité, il faut absolument qu'on intègre du conseil à l'intérieur de cette fonctionnalité. Par exemple, tu tapes un titre d'épisode, immédiatement je te donne un score sur nous, ce qu'on appelle le PSO, Podcast Search Optimization. Je te donne un PSO score pour te dire est-ce que c'est bien ou pas bien, et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses de mieux vis-à-vis du titre que tu es en train de taper. Ou je te donne plus globalement une overview sur ta visibilité actuelle et je te donne des conseils. Tiens, là, par exemple, dans le nom de ton podcast,
il y a aucun mot-clé qui t'intéresse, qui est dans le nom de ton podcast. Moi, je te conseille pas de changer le nom de ton podcast. Je te conseille juste d'ajouter des choses au nom de ton podcast. Tu vois, c'est ton podcast, les mots-clés qui t'intéressent. Ok, par exemple, moi, si je voulais faire pour reprendre l'exemple de l'ActuTech, faudrait que j'appelle ça La Chapelle ActuTech, par exemple. Exactement. Ok, très, très clair. Et ça, mais ça, vous voulez le développer en mode agence conseil ou c'est l'outil qui va me conseiller ça? Ouais, moi, j'ai pas du tout envie de devenir une agence. Donc franchement, c'est une vraie discussion qu'on a en interne et j'ai vraiment pas envie de devenir une agence. On a de l'expertise, on a des offres pro, on vient conseiller des grands groupes, des grandes marques parce qu'effectivement, on a deux facettes chez Ocha, c'est qu'on travaille beaucoup avec un grand nombre de podcasteurs indépendants, mais à côté de ça, on travaille aussi avec des très grands groupes qui font leur propre podcast, qui font de la communication externe ou interne parfois. Et on n'a pas envie de devenir une agence, même si dans ce cadre-là, dans ce deuxième cas, oui, on peut intervenir auprès de grands groupes pour leur donner des conseils. Ok, donc tout ça, c'est en mode un peu privé. Donc là, dans ce qui est live, du coup, qu'est-ce qu'il y a pour aider marketingement un podcasteur à faire plus de vues et à beaucoup plus aller toucher son public? Un outil qui te paraît peut-être évident parce qu'il est actuellement chez Ocha, mais qui n'existe pas forcément sur toutes les autres plateformes, c'est ce qu'on appelle, nous, le Smart Link. C'est cette page qui va référencer tous les liens vers les plateformes d'écoute pour ton podcast. Ça, ouais. Et là aussi, tu le vois peut-être pas passer, mais parce que nous, c'est important pour nous d'améliorer ta conversion, une des fonctionnalités du Smart Link, c'est ce qu'on appelle le Deep Link. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de supprimer une étape entre ton Smart Link et la plateforme d'écoute. Pourquoi? Parce que normalement, par défaut, quand tu cliques sur ton lien Apple Podcast, dans la plupart des cas ou sur toutes les plateformes en général, tu vas être redirigé vers la page de l'émission de ton podcast. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as partagé le Smart Link de cet épisode qu'on est en train de faire aujourd'hui, l'auditeur va lui-même devoir chercher dans la liste après sur Apple Podcast quel était le bon truc et puis c'était quoi au fait, etc. Tu vois, c'est chiant. Ouais. Et en fait, nous, on a supprimé ça. On a fait un robot qui de lui-même va regarder sur Apple Podcast quel est le bon lien par rapport à l'épisode que tu as fait, il va directement le mettre dans ton Smart Link. Ce qui fait que quand tu cliques dessus, tu es directement redirigé vers la page de l'épisode sur Apple Podcast. Ouais, parce que les gens comprennent, en fait, le Smart Link, par exemple, pour notre épisode, quand je vais en faire la promotion, en fait, je vais sur Ocha, sur l'épisode qu'on vient de faire, ça me dit copie ton Smart Link, je le copie, et là, ça amène les gens sur une espèce de petite landing page, c'est ça, où ils vont pouvoir, du coup, avoir un résumé de l'épisode, un résumé écrit de la description que j'ai voulu en faire, et du coup un lien vers l'épisode sur Apple Podcast, un lien vers l'épisode sur Spotify, sur Deezer, et du coup et toutes les autres plateformes qui sont un peu plus négligeables en termes d'écoute, mais qui ont le mérite d'exister, quoi. Et peut-être que tes auditeurs préfèrent parfois telle ou telle plateforme, et tu les frustres pas en leur proposant. Voilà, tu leur proposes tout. Voilà. Et donc on a plein de petits outils comme ça qui sont intégrés à Ocha, qui sont parfois invisibles pour des podcasteurs qui n'ont pas testé toutes les solutions et qui ne connaissent pas toutes les solutions, mais ça fait partie notamment de notre regard vis-à-vis de ça. Je pourrais te parler aussi des statistiques sur lesquelles on est certainement un peu plus avancé, le fait que tu puisses voir... Ouais, moi je regarde tous les jours mes stats. Le fait que tu puisses voir, tu vois, chez Ocha, tu peux voir par exemple tes stats par région, par ville. Si tu as envie vraiment d'aller dans la profondeur de comprendre tes auditeurs, puisque le marketing c'est avant tout comprendre qui est ton persona, qui est ton auditeur cible, pour ensuite aller le cibler encore plus et développer ton audience. Et alors là, c'est peut-être moi qui l'ai pas vu. On est d'accord qu'il n'y a pas YouTube, par contre, on peut également distribuer sur YouTube. Tu peux distribuer sur YouTube. Alors, peut-être que j'ai pas pris le bon forfait. Peut-être que c'est un forfait un peu supérieur, non? Alors c'est à partir du deuxième forfait où tu peux. Mais toi aujourd'hui, t'enregistres avec des caméras sur YouTube directement. Donc il n'y a pas d'intérêt puisque de toute façon ta vidéo tu vas la poster sur YouTube. Par contre ce qu'on fait pour les personnes qui n'enregistrent pas en vidéo, qui n'ont pas un aussi beau setup que ce que tu peux avoir toi, ce qu'on fait pour eux c'est que automatiquement on génère une vidéo avec le nom du podcast, l'image, le machin, etc. et on la publie automatiquement pour eux sur YouTube. Ok, donc c'est pour ça que moi en effet la personne qui gère ça va directement sur YouTube. Certainement. Pour le mettre. Même si je crois par exemple que je sais qu'on peut sur Spotify, on peut maintenant mettre la vidéo également sur Spotify. Ouais, tout à fait. C'est un truc que Spotify propose depuis peu, ouais, tout à fait. Okay. Qui est encore un peu en test. Et est-ce que vous aidez les podcasteurs à monétiser leur contenu? Ouais, bien sûr. On a une offre de monétisation sur Ocha et à partir du moment où aujourd'hui c'est 5000 écoutes, il faut que tu fasses au moins 5000 écoutes par mois. Vous êtes une régie en fait. On travaille plutôt avec des régies.
On est Ok. un peu un service qui met plutôt en lien avec une régie. On travaille avec des régies. Aujourd'hui, on travaille avec une régie qui s'appelle Target Spot. On travaille aussi avec une autre régie qui s'appelle Soundcast. Et on fait plutôt ce lien entre les podcasteurs et les régies audio. Donc c'est là que c'est demain, moi j'ai envie, alors moi il est déjà monétisé, alors moi j'ai choisi un autre biais, c'est comme je suis au début, moi je trouve mon sponsor avant de tourner, Ouais. et en fait automatiquement tu vois je vais filmer, une intro avec le sponsor et je vais l'intégrer directement à mon audio, donc je passe pas par une régie, mais imaginons je ne ferais pas ça, je pourrais du coup monétiser mon podcast sur Ocha, je me branche en fait sur votre régie de régie, grosso modo, ou votre outil de monétisation. Et là, c'est quoi? Vous me proposez un coût par 1000 et automatiquement, ça va balancer de la pub et ça va, tous les 1000 me donner ce qui a été annoncé. C'est pas beaucoup plus compliqué que ce que fait YouTube. Hein. Tu vas sur Ocha, tu cliques sur un bouton pour dire que tu acceptes, tu renseignes deux trois infos. Je peux choisir, du coup, mes annonceurs ou, Sur YouTube, tu choisis? je crois pas, non. Non. Bah, Et tu peux pareil, refuser, non? Comment ça se passe? Non, parce qu'en fait, c'est le système de programmatique. Ouais. Dès lors qu'on est sur du programmatique, alors programmatique, je suis désolé, il faut expliquer. Programmatique, c'est en clair, c'est de la publicité automatisée. Si je dois le simplifier, je dirais ça. C'est de la publicité qui est automatisée. Et parce qu'elle est automatisée et que c'est tout le fonctionnement, tu peux pas choisir. Ouais. Parce que ça fait partie du fonctionnement du truc. Donc toi-même, tu peux pas choisir. Et la plupart des publicités qui sont jouées sur des podcasts ne sont pas choisies par les podcasteurs. On peut dire les domaines qu'on veut pas. Voilà, si c'est un truc sur c'est de l'alcool, c'est pétrochimie, etc. Ça je veux pas. Ça on peut le dire. Mais par contre, tu peux pas choisir ton Et on est sur quel un peu sur quel chiffre aujourd'hui? C'est quoi le coût par 1000 qu'on peut en espérer? Franchement, c'est assez variable. Tu vois, tu parlais aujourd'hui, toi tu fais finalement ce qu'on appellerait nous des opérations spéciales, c'est-à-dire que tu fais un deal directement avec un annonceur, et donc là c'est très différent de ce que tu peux avoir, et là tu peux avoir des coûts par 1000. Je sais que tu as déjà eu Mathieu Stéphanie qui parle de façon très transparente sur ce genre de sujet, et qui a des coûts qui dépassent totalement. C'est quoi, 90 euros le coût par 1000? Je vais pas parler pour lui, je veux pas. Non, mais je crois que comme il l'a dit, il me semble que c'est ça. Bon, à vérifier, mais il me semble que mais c'est ça. il a des coûts très élevés. Là où en programmatique c'est très différent parce que c'est automatisé, donc forcément les coûts sont plus faibles. Mais en général, tu peux être entre 12 et 15 euros du CPM, donc du coût par 1000. Ok, donc ça, toutes les 1000 écoutes, tu gagnes 15 balles, quoi. C'est ça. Ok, donc il faut faire beaucoup d'écoutes parce que c'est vrai que tous les gens doivent savoir, c'est que ça que le monde du podcast c'est quand même une jungle et il y a quand même beaucoup de gens, et pour faire son trou, c'est quand même assez compliqué. Mais toi, par exemple, en fait, là où ça va intéresser beaucoup de monde, parce que j'ai quand même beaucoup de créateurs de contenu qui m'écoutent, c'est ça que le podcast, en général, c'est pas le médium que les gens choisissent tout de suite, parce que voilà, ça prend du temps, c'est des frais, c'est de l'organisation, faut trouver ses invités, voilà, quand on veut faire bien les choses, ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Donc c'est pour ça que moi j'ai la chance d'avoir pu trouver des sponsors qui m'ont permis de faire ça dans des excellentes conditions. Mais du coup, les gens qui vont vouloir du coup le monétiser, ça va être quoi, grosso modo, les conseils qu'on pourrait leur donner là-dessus? Alors avant tout, tu parles de monétisation directement vis-à-vis des créateurs de contenu. Et c'est pour ça que chez Ocha, nous, notre première mission avec Ocha, c'est d'aider les podcasteurs à faire croître leur audience. Beaucoup de créateurs vont avoir direct le souhait de monétiser. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on met des paliers pour dire ça sert à rien. Si t'es en dessous de 5000 écoutes, et même à 5000 écoutes, c'est pas des sommes incroyables, t'as pas un taux de remplissage à 100%, donc c'est pas incroyable. Donc avant tout, nous, le conseil qu'on donne, c'est concentre-toi à faire un bon contenu, et 2, à bien le marketer. Après, si tu as de l'audience, t'inquiète pas, ça sera simple de le monétiser, tu n'auras pas de souci là-dessus, mais avant tout, concentre-toi sur ça. C'est long, et Ouais, il faut être rigoureux, récurrent, quoi. Mais j'ai envie de dire, est-ce que tu connais un contenu où c'est pas le cas? Tu parlais du coût vis-à-vis du podcast et tout, mais où ça demandait beaucoup de travail, mais en réalité, aujourd'hui, moi je connais aucun contenu où c'est simple de devenir hyper célèbre du jour au lendemain en faisant très peu de travail ou très peu d'engagement. Partout, tu as besoin d'engagement sur ce que tu veux faire. Ouais, on est d'accord. Parce que toi, du coup, je sais pas si tu te considères comme un expert du monde du podcast, mais bon, je pense qu'un petit peu oui, parce que ça fait 6-7 ans que vous êtes à fond dessus, que vous devez échanger avec des podcasteurs et des podcasteuses.
c'est dur à dire, tous les jours. C'est quoi ta vision de l'évolution du podcast d'il y a 7 ans versus même il y a 2 ans versus à aujourd'hui, et même peut-être ta vision de demain pour l'évolution de ce médium? Écoute, il se professionnalise de plus en plus déjà. Il se tourne. Il y a un truc qui est assez récent, c'est que le podcast se tourne de plus en plus aussi avec la vidéo. Il se connecte de plus en plus avec la vidéo. On le voit notamment. Le podcast a connu notamment l'arrivée de TikTok, et c'est vrai que TikTok a beaucoup développé parce qu'il a amené TikTok a aussi. Alors je sais pas si c'est TikTok ou Instagram, mais il a amené aussi les shorts à un moment donné sur YouTube, et tout ça a favorisé le fait que le podcast devient de plus en plus aussi visuel. Il se professionnalise de plus en plus. On l'utilise de plus en plus. Je pense qu'à une époque, on avait beaucoup plus de podcasts de passion et de passionnés. Alors on en a toujours, heureusement. Mais il y avait beaucoup plus de podcasts qui étaient un podcast de bande, de passion, juste de plaisir. Aujourd'hui, je dirais, et c'est vrai, peut-être encore plus particulièrement chez Ocha, parce qu'on a des offres payantes et c'est pas forcément les moins chères, mais on a beaucoup plus de personnes qui vont faire ça pour leur marque personnelle. Tu vois, en tant qu'expert d'un domaine, etc., qui vont faire du podcast pour revendiquer leur expertise. Et c'est vrai que le podcast, c'est quand même un super médium pour se revendiquer sur une expertise particulière par rapport à un simple écrit ou une vidéo YouTube que tu as mal tournée, ou tu n'as pas le bon éclairage, etc., ou tu n'es pas à l'aise dessus. Le podcast, c'est un peu plus simple. Et surtout, c'est evergreen. Donc evergreen, je sais pas si j'ai la bonne définition, mais en fait moi ma définition d'evergreen, c'est que du coup c'est un contenu qui ne devient pas obsolète du jour au lendemain. C'est un contenu qui reste. Par exemple, contrairement moi, tu vois, je viens plutôt de LinkedIn de base. C'est un peu le premier médium sur lequel j'ai pu faire mon trou, on va dire, et me créer une audience et même une communauté. Mais en fait, on va pas se mentir. Aujourd'hui, sur LinkedIn, ton post, 5 heures après, 24 heures après, il est mort, plus personne ne le lira, et c'est ce qui fait qu'on est obligé d'écrire tous les jours, et même dans mon cas, même plusieurs fois par jour, alors qu'un podcast ou une vidéo sur YouTube, 2 ans après, elle peut continuer à être vue en fait, quoi. Bien sûr, t'as vraiment ce côté, ce qu'on appelle binger, c'est-à-dire que quand un auditeur découvre un nouveau podcast, s'il a apprécié un épisode, il en écoute un deuxième, et puis il va retourner un peu en arrière, tu vois. Il a aucun souci, il s'en fout. Ce qu'il va regarder, et tu vois, ça a été mon cas quand j'ai vu ton podcast, c'est je m'en fous des dates. J'ai regardé la liste des invités, le titre de tes épisodes. J'ai regardé les titres, je me dis lui j'aime bien. Tu vois, Mathieu Stéphanie, tiens, j'avais envie d'écouter. Tu vois, ça m'a intéressé. Et je m'en fous que ça soit ton deuxième, donc c'est peut-être l'un des plus anciens que t'aies fait. Mais c'est pas grave. Donc effectivement, en termes d'investissement sur le long terme, c'est vrai que t'investis sur le podcast, mais c'est quelque chose qui reste plus longtemps. Et toi, est-ce que tu penses que demain, parce qu'aujourd'hui par exemple, c'est quoi la place du podcast dans les plus grands groupes, hein, tu parlais des grands groupes tout à l'heure. Est-ce que aujourd'hui c'est un outil qu'ils utilisent, c'est-à-dire est-ce qu'ils créent des podcasts internes ou même des podcasts pour leur communication externe? Est-ce qu'aujourd'hui ça se fait de manière négligeable, ou est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est en train de grandir? Ça grandit énormément. Ça a énormément grandi ces dernières années. Pour te donner une idée, chez Ocha, on travaille avec 30% des entreprises du CAC 40, et je crois qu'on travaille quasiment avec presque la totalité des ministères français. Alors, c'est une autre typologie, mais c'est aussi intéressant de voir les que... ministères français, alors ça c'est intéressant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du podcast externe essentiellement. Alors pas de l'interne pour... Tu peux donner un exemple? Par exemple, le ministère de l'économie a son propre podcast ou Alors, je vais être très nul sur les exemples. Je sais juste qu'ils sont clés chez nous, mais je sais que oui, le ministère de l'économie, le ministère de l'Intérieur, je crois qu'il y a un ministère sur les douanes qu'on doit avoir, ou un truc comme ça. Mais on les a quasiment tous en fait. Quasiment tous les ministères ont des podcasts, alors surtout pour communiquer à l'extérieur. Et ils utilisent Ocha, mais bon, je suppose qu'ils utilisent des agences, enfin des boîtes de production pour leurs produits en fait. La plupart du temps, ouais. La plupart du temps. Sur les grands groupes, le plus grand usage, c'est la communication externe. On a des super clients comme des banques, des assurances, etc. qui, en fait, tu le sais, mais le podcast, ce qui est génial avec le podcast, c'est que c'est le média qui permet, c'est un média de la sincérité et de l'honnêteté. Pourquoi on dit ça? Parce que quand tu écoutes un podcast, c'est assez amusant, c'est que la façon dont tu écoutes le podcast, c'est généralement très souvent, d'ailleurs, tu l'écoutes avec un casque ou des oreillettes, sauf si tu l'écoutes dans ta voiture, ça dépend, mais... Et donc, il y a une proximité qui se fait entre l'auditeur et l'animateur, qui est très proche. Par rapport à de la vidéo, où souvent, il y a une barrière qui est l'écran.
et qui vraiment te fait comprendre que t'es pas là. T'es pas avec eux derrière l'écran. Tu vois. Ça. Alors que l'audio, c'est très différent, ça crée cette proximité. Donc ça, pourquoi je parle de ça? Parce que il y a plein d'études d'ailleurs qui montrent que il est beaucoup plus simple de faire passer des messages à une audience à travers le podcast qu'à travers notamment la vidéo. Et ça, les entreprises, elles le comprennent bien. Elles comprennent leur intérêt de pouvoir aussi communiquer de façon très différente. Et la plupart du temps, moi, ce que je dis aux clients avec qui on travaille sur les entreprises, c'est je dis, si vous voulez réussir votre podcast, faites en sorte de ne pas communiquer de la même façon dont vous communiquez d'habitude, c'est-à-dire éviter la communication qui est trop corporate. Ouais, les éléments de langage et le storytelling, tout fait. Exactement. Du coup, c'est ça, hein, tu devrais leur faire des podcasts justement jouant au Lego et comme ça ils seront nickel quoi. Exactement. Non, mais c'est hyper important. Alors, la plupart travaillent sur la communication externe, t'en as aussi qui font la communication interne. C'est génial le podcast parce que c'est le seul média que tu peux consulter tout en faisant autre chose. Ouais. Ça veut dire que t'as un commercial qui est dans sa voiture, il te sert pas à grand chose pendant qu'il est en train de conduire, tu peux en profiter pour lui donner de l'information, pour le former sur des choses, etc. Et là, tu peux utiliser son temps disponible. Grâce au podcast, tu peux faire ça. Et en général, comment ils s'y prennent? Pareil, ils louent des studios, ils font ça en interne. C'est quoi? Il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans. Comment demain, tu veux créer ton propre podcast, mais tu sais pas comment t'y prendre. Tu vois, t'as pas le playbook par exemple de la manière dont on a créé celui-ci. Comment les gens s'y prennent en général? Très souvent, les grands groupes vont passer par des agences et des studios. Il y a des super studios de production de Tu peux donner des noms là comme ça, parce que je les connais pas. Franchement, je vais me fâcher avec beaucoup d'entre eux parce que je travaille avec eux la plupart des off du coup. Je t'en donnerai, évidemment, mais j'ai pas envie d'en citer parce que je vais en oublier plein et je vais pas me faire que des copains. Mais il y en a des super et chez Ocha, on a le plaisir de travailler avec la quasi-totalité. Et c'est génial, et quand on peut recommander d'ailleurs des studios ou des agences, on est hyper content de pouvoir le faire. Donc souvent c'est ça. Après il y a aussi parfois des pôles communication, marketing et tout internes à la boîte qui vont eux-mêmes décider de le faire par eux-mêmes et qui vont gérer le truc parce que vous achetez les petits micros, les petits trucs. Ouais, mais parce que souvent ce cas-là, tu vois, c'est assez marrant, c'est que souvent t'as un passionné de podcast, t'as un mec ou une nana qui est fan, qui écoute à mort du podcast tout le temps, qui a réussi à vendre ça à sa direction et qui a réussi à prendre le projet lui-même ou elle-même et qui va développer ça. Et sincèrement, c'est cool parce que comme c'est des auditeurs de podcast, ils savent ce qu'il faut faire et pas faire. Ils ont un peu compris ça, ils sont vachement intéressés au sujet, ils sont passionnés. Ils connaissent les codes, quoi. Et c'est génial. Et avec eux, nous, on a beaucoup de plaisir à travailler parce que y a une vraie émulsion, une vraie passion autour du projet. Ok, c'est trop bien. Je change vraiment un petit peu de sujet pour pareil bien comprendre en fait aujourd'hui un peu l'ampleur de ce qu'est Ocha. Aujourd'hui, vous êtes combien dans la boîte et vous faites à peu près combien de chiffre d'affaires si c'est un chiffre qui est public? Non, on communique pas dessus. Par contre, je peux te dire deux choses. C'est chez Ocha, on est un peu plus d'une trentaine. Je crois qu'on est à peu près 35 aujourd'hui. Et un élément que je peux donner aussi, c'est qu'on a à peu près 10 000 émissions qui sont actuellement hébergées chez nous. Pour te donner une idée, sur un mois, ça doit représenter à peu près quelque chose comme 20 millions d'écoutes par mois. Pourquoi vous créez pas votre propre régie pub du coup avec toute cette masse d'audience que vous avez? Parce que c'est pas notre mission. Et mais vous voulez, ça pourrait être un axe de diversification. Ouais, possible, mais c'est clairement pas notre mission. C'est clairement pas notre mission. Vous fait, ouais. Non, et franchement, il y a déjà plein de boîtes qui sont sur ce sujet-là. Je vais te dire une chose honnêtement, ça me fait pas bander de faire de la publicité, parce que faire de la publicité, c'est vendre un contenu qui est pas le tien, ouais, à des personnes qui veulent juste placer un message publicitaire sans vraiment s'intéresser au contenu sur lequel ça va être placé. Donc ça, on sort un peu de la mission. Non mais tu vois, moi, en tant que créatif, j'avoue, c'est pas ça qui me plaît et qui m'excite spécialement. Moi, ce que j'aime, c'est créer un super produit, comprendre les attentes de mes clients, essayer d'imaginer le truc auquel ils ont même pas pensé et apporter une vraie value proposition pour eux. Et je trouve que la publicité, c'est très bien qu'il y en ait. Et c'est pour ça qu'on en intègre aussi, mais nous le faire et nous l'intégrer, franchement, il y a des super boîtes qui le font, mais il n'y a pas de valeur ajoutée. Tu peux prendre deux régies l'une à côté de l'autre. Franchement, pour un peu connaître le truc,
elle se bataille généralement avec les mêmes annonceurs Sur des centimes, quoi. sur des centimes et il y a pas de plus-value particulière d'un côté ou de l'autre. Je comprends. Et du coup, vous êtes une boîte qui est 100% bootstrap ou vous avez levé des fonds dans votre histoire? Non, on a levé un peu de fonds. Alors donc à travers notre histoire, tu vois, avec Radio King qui était déjà là quand on a commencé. On y reviendra après, ouais, sur la revente, ouais. Radio King a toujours été rentable, a toujours été une boîte rentable et elle nous a permis de pouvoir développer Ocha, de pouvoir vraiment nous aider là-dessus et de pouvoir développer Ocha et donc de financer aussi en partie Ocha. Même si c'était deux boîtes différentes ou c'était la même boîte de base? En fait, on avait une holding, si tu veux, on avait une holding avec des flux de trésor libres entre les deux, donc ça permettait aussi de faire d'autofinancer de nouveaux projets avec l'ancien, quoi. Exactement. Et non, on a fait une levée de fonds en mars 2020, avant Covid. Ah ouais, putain, juste avant, parce que le Covid, le Juste confinement avant. était le 17 mars. Juste avant, nickel. Et on a fait une petite levée d'un Vers million. ton anniversaire, du coup. Ouais, juste avant, parfait. Et on a fait 1,2 million sur ça pour justement aider à développer un peu mieux le projet. Donc c'était quoi? C'était surtout pour de la RH, pour recruter, pour recruter des devs ou recruter des gens qui étaient plutôt ancrés produits, quoi. Ouais, un peu plus produit, mais aussi on a beaucoup recruté sur la partie marketing. Moi, je crois beaucoup au fait que aujourd'hui, notamment des boîtes comme les nôtres, si tu veux réussir la croissance de ta boîte, tu dois aussi investir sur le contenu. Et tu vois, chez Ocha, on a des podcasts, on a une chaîne vidéo, on a beaucoup de blogs, on fait des webinaires, etc. Mais je crois beaucoup au fait que ta croissance peut venir aujourd'hui et vient plus simplement aujourd'hui, notamment dans le domaine dans lequel on est, si tu apportes aussi de la valeur en termes d'information, de communication, etc. à tes potentiels futurs clients. Donc vous avez vos propres podcasts, vous êtes vos premiers clients, quoi, grosso modo? Ouais, on a un podcast qui s'appelle Tips, qui est un podcast qui te donne des astuces pour justement gérer et développer ton propre podcast. Et ça nous permet aussi, voilà, d'avoir aussi notre propre podcast. C'est quoi un peu pas la ligne édito, mais c'est quoi un peu la forme que ça prend? C'est quoi? C'est un host face micro qui parle tout seul ou avec un invité? C'est de l'hebdo, du mensuel, c'est quoi? Non, c'est une personne de l'équipe. Là, en ce moment, c'est plutôt Emma qui enregistre les podcasts de Tips, face caméra, effectivement, puisqu'on l'enregistre aussi. Et faut que tu l'écoutes parce que c'est même la vidéo sur YouTube, c'est il y a un peu de sound effects, c'est un peu fun, tu vois, ils font vraiment un truc qui est pas juste un monologue. Ok, et ça s'appelle donc Tips, TIPS. TIPS. Je tape Tips et je trouve directement Tips la chaîne. Ocha s'il faut et tu vas nous trouver très vite. Ouais. Ok, c'est trop cool. Bah, écoute, je te propose qu'on refasse un pas en arrière, parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant ça, quand même dans la vie d'un entrepreneur, parce que c'est vrai que tout le monde, j'allais être vulgaire, se branle sur les exits ou quoi, mais ouais. En fait qu'on se le dise, hein, des exits, ça arrive pas 15 fois dans sa vie, ça arrive peu souvent, même parfois ça arrive pas. Donc quand ça arrive, je pense que c'est quand même des histoires intéressantes à raconter. Donc toi, est-ce que tu peux peut-être redonner un peu le contexte à ce moment-là, et puis en fait savoir comment le racheteur vous a approché, quels ont été un peu les échanges, comment ça se passe, c'est intéressant. Ouais, écoute, alors pour donner le contexte, je crois que c'est un truc où ça fait 4 ans qu'on fait Ocha, un peu moins de 4 ans à mon avis qu'on fait Ocha, et donc ouais, un truc, je sais pas, entre 9 et 10 ans qu'on fait Radio King, et donc on a eu cette nouvelle vision à travers Ocha, on a développé Ocha, on voit que ça prend, on voit que ça me plaît à mort, je m'éclate à fond sur cette boîte là, et comme je te l'ai dit que je suis un créateur, je suis pas un développeur. Donc forcément à un moment donné, j'arrive au truc où j'ai un peu moins de fun à continuer à développer Radio King tout en créant et continuant de développer Ocha. Moi personnellement, j'ai moins de fun là-dessus. Et plafond dans ta tête, quoi. je savais plus où aller, tu vois. J'avais plus la vision. On parle souvent de vision, c'est assez galvaudé ce truc-là, mais moi j'avais compris ce que c'était réellement aussi à ce moment-là, c'est que j'avais vraiment plus de vision. Je savais plus ce qu'il fallait faire, tu vois.
pour développer plus la boîte. Je savais pas ce qu'il fallait faire. Franchement, ça faisait 10 ans, ça, que souvent, je pense que 10 ans, c'est quand même, c'est des bons slots, hein, pour une aventure, entrepreneur. C'est déjà long, en fait, hein, mine de rien, 10 ans. Il faut que les gens se rendent compte ce que c'est, 10 piges à développer, à faire les montagnes russes avec sa boîte, avec justement, on parlait de vision, une vision qui évolue, qui change, tu peux pivoter, il se passe énormément de choses, quoi. Exactement. Et donc, c'est parti de ça. On était OK on s'est mis OK avec mon associé, on s'est dit, écoute, allons-y, essayons de vendre la boîte. Ah, et donc là, voilà. Très différent. Ce qui est important, c'est que du coup, l'idée vient de vous. Ouais. Parce que souvent, c'est plutôt une opportunité extérieure qui dit, ah, OK, pourquoi pas. Nous, on a initié le truc. C'est vous qui avez initié le truc. Quand on prend ce type de décision, donc, je suppose que l'étape 1, c'est que déjà, on essaie d'identifier les gens qui pourraient, les boîtes qui pourraient éventuellement te racheter. Donc toi, c'est vrai que, bon, là, on va spoiler, on l'a dit tout à l'heure, c'est le groupe Énergie. Mais c'est vrai que, à part des groupes de radio, vous aviez peut-être d'autres pistes ou pas? Alors, la première étape, en réalité, c'est de comprendre comment ça marche pour vendre une boîte et pour trouver un acheteur. Ouais. Nous, on a compris que pour faire ça, il fallait pas qu'on le fasse nous-mêmes, parce que ça envoyait pas un bon signal non plus. Il fallait qu'on crée un process particulier. Ce process, il faut le faire avec une banque d'affaires. Tu passes par une banque d'affaires généralement qui va t'aider à créer ce process-là, à définir ses cibles comme tu dis. Tu peux dire toi avec qui t'es passé? Ouais, alors en plus ils se sont fait racheter depuis. Nous, la boîte par qui on était passé, c'était Eclat, H-E-K-L-A, et je crois qu'ils se sont fait racheter par une boîte qui est beaucoup plus connue aujourd'hui qui s'appelle BDO. Voilà. Et donc moi je prends contact avec cette boîte-là, je vois qu'ils ont fait pas mal de ventes et géré aussi des acquisitions pour leurs clients, vraiment dans le domaine de la tech, SaaS. Je me dis cool, ils vont comprendre ce qu'on fait. On fait un call avec eux, ils comprennent totalement ce qu'on fait. Ils sont hyper bons, hyper smart, etc. Ils ont les bons réseaux aussi. On sent qu'ils ont les bons trucs. Et à partir de là, on travaille avec eux. On définit effectivement une liste de cibles potentielles. Une valo aussi peut-être? Valo, bien sûr. Ouais. Clairement, tout de suite. Ça, vous le faites quoi? Pareil avec votre expert comptable, il y a plusieurs méthodes de calcul. Vous prenez une moyenne et vous avez une fourchette de valo qui sera la vôtre, quoi. Franchement, de toute façon, sur beaucoup de décisions, moi, je fais appel au maximum d'experts autour de moi. Je prends un peu tous les avis et puis après, je décide. Donc là, effectivement, expert comptable, la banque d'affaires, je discute avec eux, je discute avec Charles, mon associé, je regarde un peu ce qui se fait en général, etc. Et puis on détermine quelque chose qui nous paraît cohérent par rapport à où on en est sur la boîte. Vous étiez considéré comme un SaaS quand même, Radio King? Ah ouais, bien sûr. Donc c'est 100% abonnement. Donc là, vous avez pris votre ARR. Et on a fait votre rentabilité, et après, de toute façon, là, c'est quoi? C'est des multiples, hein. Et c'est un multiple dessus. On peut donner des exemples alors, je pense que le prix, il est sous NDA. Ouais, tout à fait. Mais en général, quel type de calcul on fait là? Comme tu nous as pas donné ta renta, on peut donner les types de calculs qui peuvent être faits. Ouais, franchement, souvent, alors, ça dépend effectivement si ta boîte, elle est rentable ou pas rentable, mais c'est des calculs de multiples, et en fait, plus t'es rentable, plus le multiple est plus important. Mais tu peux être en dessous d'une fois l'ARR il y a des boîtes qui se vendent à plus de 10 fois l'ARR. Ok. Voilà. Donc on est sur ce type de calcul. Donc là, voilà. Vous voyez la banque d'affaires, vous avez une valo, une liste identifiée, et après, c'est eux qui prennent la main quand c'est comme ça. Tout à fait. C'est eux qui montent un dossier et qui vont voir des racheteurs potentiels en disant sans donner une opportunité. Au début, sans donner le nom, en expliquant un peu ce que fait la boîte. Bon, après, en expliquant ce que fait la boîte, la plupart comprennent que vous n'êtes c'est pas nous. 36 non plus à faire ça. C'est clair. On n'est pas identifié. Donc tu disais des groupes médias, pas que. Il y avait des boîtes de software dans le domaine de la radio qui étaient aussi intéressées. D'ailleurs, on en a discuté avec quelques-unes. Des boîtes dans la publicité un petit peu aussi, parce qu'on avait une audience qui était là aussi sur Radio King, qui était intéressante. Donc tu vois, on a plusieurs typologies de targets qu'on essaye de voir. Voilà. C'est un processus qui dure combien de temps? Hyper long. Dans votre cas, ça a été combien de temps? C'était trop long. Les premières targets, le premier potentiel oui, on a eu 2 cibles à la fin qui ont dit un potentiel oui. Ça devait, je crois que ça devait durer à peu près 4 mois, je crois que ça a duré 8 mois au final. Parce que ça a mis du temps, on a entendu les retours, etc. Au final, on arrive avec 2 propositions quand même. Donc on est content. On a 2 propositions. Dont Énergie. Dont Énergie. L'autre, tu peux pas dire, je suppose. Non, je peux pas la donner. Mais une boîte qui faisait du soft, etc. Mais avec une histoire qui nous plaît pas.
Tu vois, sur la façon dont ils souhaiteraient racheter le truc, ça nous plaît pas, c'est pas voilà, les termes nous plaisaient pas direct. Et énergie, j'avoue, nous qui avons créé, enfin moi qui ai créé pendant mes études ce truc-là, me dire que 10 ans après, je le vends à l'un des premiers groupes radio en France. Ouais, c'est kiffant. C'est génial. Ouais. Donc franchement, je me dis trop belle histoire, canon. Et donc on a avancé avec eux. Et là aussi, ça a été très très long parce que on a eu des due diligence, effectivement des moments où on échange avec eux. Tu peux expliquer ce que c'est une due diligence pour ceux qui savent pas? Ouais, clairement, c'est tout un process où on se met à poil. Clairement, on va le dire comme ça. On se met à L'acheteur va poil. venir t'auditer, en fait. Ouais, ils nous auditent, ils nous demandent un nombre de pièces incalculables, comptables, financiers, juridiques, tech aussi. Ils viennent voir la tech, ils prennent un Ils expert. vérifient qu'il n'y a aucun loup dans le placard. C'est ça. Et nous, on leur envoie tout. Et en fait, là, on a été bon, c'est que chez nous, toute cette gestion administrative, elle était hyper clean depuis le premier jour. Ouais. Donc en fait, on sait leur envoyer les trucs direct et je pense qu'en face, ils ont été assez étonnés de ça. À quel point le truc était clean. Parce que direct, on est passé par un super cabinet comptable. Direct, on est passé par des experts juridiques sur tout ce qu'on faisait. Donc tout était clean. Et tout était déjà archivé sur notre drive et tout. Donc c'était simple à leur envoyer. Et donc ils ont été rassurés de ça. Ils ont vu le produit, ils l'ont édité. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de problème De particulier. merde dans le code. Voilà. Et donc après, on part sur, ok, on est ok pour maintenant avancer. Voilà le prix. On se met ok en fait sur un prix. Et après, tu arrives sur une autre partie qui est la négociation du contrat. Et là, on commence à rédiger. Donc les avocats discutent ensemble, ils rédigent un contrat. Et là, il y a beaucoup d'échanges sur les termes. Moi, je veux ci, moi, je veux pas ça, machin, etc. Et là, il y a beaucoup. C'est vrai que souvent, en fait, quand on vend sa boîte, bien sûr, il y a un engagement sur un montant X à la signature. Et souvent, en fait, il y a des conditions. Il peut y avoir des conditions d'earn-out, c'est-à-dire qu'en fait, vous seriez par exemple censé rester 1 an, 2 ans, 3 ans, et avec tel ou tel objectif qui peuvent justement débloquer ce qu'on appelle l'earn-out et en fait la 2e, 3e, 4e partie du prix. Est-ce que vous, ça a été votre cas ou est-ce que c'était un prix net et une session nette? Non, on a fait une session nette, tout simplement parce que on est aussi dans un cas particulier chez nous. Radio King appartient à une holding qui appartient elle-même à ses investisseurs, donc moi, Charles, et puis on a aussi quelques investisseurs dessus. Et donc c'est pas comme quelqu'un qui fait un exit sur sa boîte et il est direct investisseur sur cette boîte-là. Nous, c'est notre groupe qui a cédé une boîte. Donc, c'est un peu différent. Comme ils auraient pu mettre dans le contrat que les deux dirigeants restent un certain nombre de mois. Mais c'est pas possible, puisque moi, je suis déjà président d'une autre boîte que je continue. Ok. Tu vois, c'est ça la différence, c'est que normalement, quand tu vends ta boîte, effectivement, t'as raison, la plupart du temps, les fondateurs continuent dans le projet. Moi, le truc, c'est que c'était de fait impossible, puisque j'étais sur Ocha. Par contre, pour mon associé qui était depuis DG de Radio King, pour lui, c'était possible. Et donc, c'était aussi ce qu'on avait convenu dès le départ avec mon associé, c'est de dire, écoute, toi, tu vas continuer sur le projet in fine, et puis il avait aussi envie de faire ça, évidemment. Et donc, lui, aujourd'hui, il travaille pour Énergie. Ok, très bien. Et donc, sur Ocha, t'es tout seul? Et sur Ocha, je suis le seul associé fondateur en opérationnel. Il reste associé, évidemment. Ok, nice. Et donc ça, ce rachat, c'est assez frais. Hein. Tu me disais, c'est l'année dernière, non? Cette année. Ah, c'est cette année, carrément. Ouais, on a validé ça en juin dernier. Ouais. Ok, donc on a passé un bel été. On était bien. On était contents. Ouais, l'été était beau. Voilà. Meilleur été. Ok, nice. Et donc maintenant, full Ocha, parce que ça que outre ça qu'il y a la session, il y a la partie financière qui forcément fait plaisir à ce moment-là, mais il y a aussi alors j'allais dire un boulet en moins, mais on va plutôt parler de charge mentale. Pareil, à ce moment-là, on se sent quand même libéré aussi d'un poids, quoi. Énorme, mais plus parce que ça a été un très très long process et que comme c'est nous qui l'avons initié, c'était notre projet. On voulait arriver à faire ça. Et on espérait le faire plus rapidement en réalité. Et jusqu'au bout, tant que, je veux dire clairement, tant que t'as pas l'argent sur ton compte, je peux dire que tu rafraîchis. Hein. Tant que t'as pas l'argent sur ton compte, tu te dis, c'est pas fait. Le jour où t'as l'argent sur ton compte, c'est là où tu le comprends, c'est bon, j'ai terminé. Et entre deux, il
il y a tellement d'étapes. Je peux te dire, même au moment de la signature, on a eu des trucs, etc. Fallait valider le truc. C'était, à chaque fois, t'as des trucs à gérer. Et jusqu'à la fin, tu dis que c'est pas terminé. Mais c'est pas tant, parce qu'on veut absolument vendre, etc. C'est juste parce que, en fait, t'es sur ce process-là, que ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, ça te prend du mental, etc. Et que t'as juste envie de pouvoir mettre ça de côté pour être vraiment focus sur ce qui te plaît. Quand tu fais un marathon, là, je pense que bon, même si les mecs ils aiment courir, quand ils voient la ligne d'arrivée, ils ont quand même hâte de la franchir, quoi. Tu vois, parce que ça reste dur quand même, et puis ça reste la fin d'un projet que t'as fait, quoi. Ouais, et c'est, tu le disais, il y a des entrepreneurs qui rêvent de ça et qui, pour certains, le font pas, etc. Mais c'est un truc qui est totalement nouveau. Et donc qui te demande une énergie folle parce que tu dois être hyper focus sur chaque truc. T'apprends beaucoup de choses aussi sur les méthodologies, comment ça se passe, etc. Comment à la fin, comment ça se passe sur la signature, comment ça se passer, les termes du contrat. Enfin, t'apprends énormément de choses que tu ne savais pas avant et que tu n'apprends que dans ce cadre-là. Donc hyper intéressant, mais en même temps, voilà, ça te demande aussi beaucoup d'énergie d'apprendre ce genre de choses, de challenger aussi les avocats, de négocier en direct avec l'acquéreur, de gérer les tierces parties, etc. Et tout ça, ça te prend beaucoup de temps, ouais, et beaucoup d'énergie. Et parlons un petit peu de la psychologie, parce que c'est vrai que ça, moi, j'ai parlé de ça, je pense, avec plusieurs dizaines d'entrepreneurs qui ont la chance de réaliser un exit. Est-ce que, alors, outre là, ce que tu viens de dire, c'est que bah au moins c'est fini, ça fait 8 mois qu'on était sur le pont, quoi. Ça a pris une énergie folle, et là c'est terminé. Mais du coup, ce côté, j'ai travaillé dur sur quelque chose, et là, financièrement parlant, je récolte le fruit, et puis on est d'accord, de toute façon c'est des grosses sommes à ce moment-là, quand c'était quand même pas une si petite boîte à ce moment-là, donc vous avez dû prendre une somme quand même assez confortable. Est-ce que là on est méga heureux, on célèbre ça de ouf, ou est-ce que du coup on est presque déçu en fait de dire bon bah je suis content, mais en fait c'est pas non plus un aboutissement, quoi, c'est juste une étape, quoi. Parce qu'en fait pour beaucoup c'est le fantasme comme un aboutissement, alors qu'en fait ça l'est pas, quoi, grosso modo. Non, ça l'est pas du tout. Alors ça je suis assez d'accord, c'est que ça l'est pas. Pour moi c'était une étape encore plus parce que, comment dire, dans la mesure où tu vois j'ai vendu, le lendemain je continue à bosser sur Ocha. Ouais. Et mon train de vie par rapport à ça a pas changé. C'est que le lendemain j'avais les mêmes problématiques, qui est de développer Ocha, faire grandir, etc. Donc ça c'était juste ok, c'est bon, c'est fait. Tu vois, c'était juste check ce projet-là, check, c'est bon, c'est fait. Et personnellement, dans ton lifestyle, ça a changé des choses ou Non. Pas tellement en fait quand on y Non, pense. franchement pas tellement. Est-ce que peut-être il y a quand même des choses peut-être qui ont changé? Est-ce que tu t'es peut-être mis à plus investir, à faire quelque chose, enfin, sans rentrer dans le détail parce que ça serait vulgaire, mais qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Enfin, est-ce que c'est plus des projets perso? Est-ce que du coup quand même professionnellement des choses dans lesquelles tu t'interdisais d'investir, là tu vas te mettre à investir? Est-ce que tu vas devenir business angel? Est-ce que tu vas investir dans l'immobilier? Est-ce que il y a des choses comme ça que quand même cet argent va débloquer? Tu veux la vérité? Vas-y. La vérité, c'est que l'essentiel de cette vente me sert à développer Ocha. Donc tu réinvestis dans Ocha. C'est ça. C'est ça qu'on aime. Bah, bien sûr. Parce que je crois énormément à notre projet à travers Ocha. On est en train on a une vraie vision. On est en train de développer en ce moment les US. On a une vraie différenciation sur le marché à travers, tu vois, d'outils comme j'ai pu te parler. Et ouais, moi j'investis là-dedans. J'investis là-dedans parce que c'est ma passion aussi. Je trouve que c'est génial et que, écoute, moi j'ai déjà une situation hyper confortable. Tu sais, il y a toujours un truc qu'on dit. Tu sais, il y a toujours cette phrase à la con, enfin pas à la con, mais parce qu'elle est pas importante, mais qu'on dit sur le fait de profiter du voyage et pas que de la destination. Et je crois beaucoup vis-à-vis du bonheur. Tu parlais de psychologie. Je me suis beaucoup intéressé à ça et d'avoir le recul nécessaire pour dire est-ce que là je suis heureux ou pas. Et là, avec ou sans vendre, je suis heureux. J'ai un bon salaire, j'ai un super job, j'ai des libertés incroyables. Je fais un job que très peu ont la chance de faire. J'ai une équipe incroyable aussi. J'ai un super cadre familial, j'ai une super épouse et j'ai des super enfants. J'ai une très bonne maison, j'ai une belle voiture. Tranquille, tu vois. Et donc, le fait de rajouter et donc d'être dans la course de rajouter pour rajouter, ça débloque quoi en plus, tu vois. C'est matériel, etc. Mais ça, comme je suis déjà heureux
je suis pas sûr d'être beaucoup plus heureux à Ouais. travers tout ça. Je peux faire peut-être plus de choses, mais En je serais fait, pas l'énergie forcément qui heureux. serait à donner versus le peu de bonheur que ça apporterait en plus, il est un peu disproportionné, quoi, en fait. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que je suis très tranquille sur ce truc-là. Argent par argent, grosse vente par grosse vente et tout. C'est que, avant tout, c'est de dire, dans tous les cas, je suis heureux. Tout ce que je fais en plus, c'est cool. Mais c'est tout, quoi. Et en fait, je suis plus en mode, j'ai envie de préserver mon cadre et de m'assurer que mon cadre restera à minima celui-là. Et si j'ai du plus, tant mieux. C'est pour ça que je préfère investir sur Ocha. Peut-être que Ocha... Tu t'achètes la liberté de pas devoir aller supplier des banques ou aller relever des fonds. Exactement. Peut-être que Ocha sera encore plus important que Radio King. Fine. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de développer Radio Ocha, de faire en sorte que ce soit l'une des plateformes marketing de podcast les plus importantes dans le monde. Déjà, en termes d'hébergeurs, on est 20e mondial. Là, sur la partie marketing, j'ai vraiment envie qu'on soit reconnu comme la première plateforme au monde. Ouais, parce que bon, là, du coup, t'as un peu anticipé. J'allais te demander, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi un peu la vision? Alors, je vais pas te demander la vision long terme parce que ça, tu viens un peu de la donner, mais la vision là, même à court moyen terme, c'est quoi tes gros enjeux là, 2024-2025? 2 enjeux essentiels chez Ocha. Le premier enjeu, c'est ça, c'est de développer toute notre stratégie pour aider nos clients à faire croître leur audience grâce à des outils marketing, tels que celui que je t'ai expliqué, et à Il y en aura d'autres. d'autres, ouais. Voilà. Il y a notamment de l'IA là-dedans. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s'intéresse aujourd'hui et qui vont aider nos clients à se développer là-dessus. Le deuxième enjeu, c'est le marché. Aujourd'hui, le marché FR, évidemment, en termes de podcast, il est sympa, mais il est un peu petit. Même si on a des beaux médias aujourd'hui en France qui font du podcast, ça reste petit. On s'intéresse énormément et on a démarré les US depuis l'année dernière. Moi, je fais pas mal de voyages aussi aux US. Et donc, on est en train de développer ce marché. Il faut qu'on arrive à craquer ce marché pour faire croître Ocha. Donc, des nouvelles features plus l'international. Ouais. Pour faire tout ça, tu prévois quand même de relever des fonds à un moment ou ça va être prévu? Ouais, d'ici 2024, il faut qu'on relève. Ouais. Donc, tu repars en roadshow série A série A ou série B? C'était quoi? C'était plutôt c'était une levée, t'avais fait combien? 1,2 million? 1,2 million. On peut dire que c'est une petite série A. Mais, oui, de toute façon, c'est ça. En fait, en général, quand on parle de série B, c'est pour l'international. Donc, grosso modo, donc ça part en fonds direct et tout. Ouais. Ok. Bah, écoute, on va te souhaiter du coup bon courage pour ça. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu aurais aimé que l'on parle et qu'on n'a pas évoqué là pendant cette session entre nous? Écoute, je sais que t'aimes bien ce sujet-là. Moi, j'avoue, je suis un grand fan, pas un grand fan, mais je m'intéresse énormément à l'IA. C'est vrai que c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais je m'intéresse beaucoup à l'IA parce que dans le domaine dans lequel je suis, qui est notamment la création de contenu et la création de podcasts, je pense sincèrement que ça va avoir une répercussion importante. On est encore aux prémices et pour l'instant, il y a encore des technologies qui sont pas au niveau pour avoir ces effets. Mais je crois sincèrement que, et c'est pour ça que je regarde ça avec beaucoup d'intérêt, je crois sincèrement que l'IA va beaucoup changer la façon dont on crée du contenu et certainement, et ça c'est encore plus sûr pour moi, pour mon domaine, la façon dont on le market et on le fait connaître. Pour la création de contenu, je suis complètement d'accord avec toi, mais du coup, c'est quoi ta vision par rapport au contenu du coup audio et vidéo? Comment concrètement tu penses que l'IA va révolutionner ou du moins vraiment faire évoluer drastiquement cette pratique? Je pense que de la même manière qu'aujourd'hui, quand tu fais ton podcast, tu fais en sorte de le distribuer sur toutes les plateformes, je pense que demain, quand tu feras ton podcast, tu feras en sorte qu'il soit distribué dans toutes les langues. Ok. Voilà. Et c'est marrant parce que dans ce fauteuil, ce matin, il y avait Thibaut Elzière, donc CEO d'Exa, eFounders, et on a longuement parlé d'IA, et il me donnait un exemple de me dire demain, ça n'existe pas aujourd'hui, mais ça existera peut-être dans 6 mois. C'est demain, je fais une visio avec toi. Par exemple, demain, tu fais une visio avec un fonds d'investissement américain. Il te parle évidemment en anglais US. Toi, tu peux lui parler en français. Parce que lui, il va t'entendre en anglais et toi, tu vas l'entendre en français. Donc, toi, en fait, ta vision, c'est que demain, en fait, c'est le même type de techno. C'est que demain, tu pourras distribuer ton podcast qui sera avec ta voix, ton intonation de voix, mais totalement, totalement, en fait, traduit dans la langue que tu veux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que
je pense qu'on aura aussi un certain nombre de podcasts, certainement au début sur des typologies bien particulières, et puis après peut-être un peu plus larges, qui seront entièrement réalisés par des IA. Alors, typiquement, c'est-à-dire qu'une IA, par exemple, comme moi, parce qu'on a également parlé de ça avec Thibaut, tu vois, d'un jour de créer son digital twin. Et demain, par exemple, tu crées ce digital twin qui connaît toute la vie de Maxime Piquet, qui connaît tous tes contenus que tu as déjà tournés. Et demain, moi, je pourrais parler avec ce digital twin et du coup, qui me répondra parce qu'il te connaît par cœur. C'est comme ça que tu le vois ou pas ou pas aussi science-fiction que ça, quoi. Non, mais alors peut-être pas aussi science-fiction que ça, parce que là, tu vas dans un domaine qui est de connaître la personne et de connaître vraiment et donc de pouvoir presque deviner ce qu'elle va répondre. Ouais. J'irai pas si loin. J'irai déjà sur. Je donne un exemple. En Suisse, ils ont une chaîne de télé. Aujourd'hui déjà, le bulletin météo est entièrement généré par une IA. C'est-à-dire que à la fois le texte, l'image de la personne, de la femme qui est générée, et la voix est générée par une IA. Je peux t'assurer que Madame Michu, 59 ans, qui est devant son poste de télé, n'a aucune idée que c'est une IA. Madame Michu, qu'on embrasse. Mais bien sûr. Non, mais c'est pour dire que aujourd'hui, je pense que tu as déjà des téléspectateurs qui sont peut-être pas aussi connaisseurs que ce qu'on peut être nous aujourd'hui sur les IA, qui va pas avoir du tout d'idée que ça peut être ça. Alors c'est une première étape, mais je suis assez persuadé que notamment au début, pour des contenus où l'incarnation de l'animateur est plus faible, comme par exemple un bulletin météo, un bulletin d'information, ou whatever, bah oui, très certainement, très rapidement même, les médias vont avoir un intérêt à passer par des IA parce que le coût vis-à-vis d'un journaliste est largement plus faible et on est dans un monde capitalistique. Tu n'auras pas d'avoir un studio de prod ou quoi, c'est juste un bouton généré. Un logiciel et boum, tu génères ton bulletin météo, quoi. Exactement. Et après, l'étape d'après, effectivement, celle dont tu parles aussi, je pense que, alors, on va pouvoir, il y a déjà des choses qui sont un peu assez liées à ça, hein, il y a des technologies qui existent déjà, pouvoir donc cloner sa voix et écrire un texte, pouvoir le générer plutôt, tu vois, tout ce que tu vas dire, en fait, c'est une IA qui va le dire à ta place. Ouais, parce qu'en fait, on peut largement l'imaginer, même à côté hybride de tout ce qu'on vient de dire. Demain, j'ai envie de lancer un podcast sur le growth marketing. Tu peux prompter cette future IA qui, par exemple, serait sur Ocha et de dire, bah voilà, je vais vouloir faire un podcast sur le growth marketing, ça va s'appeler Growth TV et premier épisode, je veux qu'il dure 5 minutes et je veux que tu me fasses un texte sur ça, tu vas parler un peu de ça, tu lui donnes un bullet point et là, il va te donner un texte de 5 minutes avec ta voix, ton intonation de voix, ta façon de parler. Et totalement plus simple à faire en podcast qu'en vidéo. Tu vois, d'où le fait que je pense que l'IA... Ça marche déjà, ça. Oui, tout à fait. Même en fait, en vidéo, alors t'as des choses aussi qui existent avec où tu peux cloner aussi ton apparence, etc. Où t'as un peu les lèvres qui bougent, etc. Ça se voit un petit peu. Ça se voit un peu et tu vas pas énormément bouger. Tu vas pas. Dans un an, ce sera nickel, je pense. Hein. Ouais, peut-être. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je pense qu'on aura plus vite de facilité à faire ça. Et l'autre chose dont on s'est pas dit, c'est parce que là on parle de voice cloning, mais quid de une full IA, enfin une full voix IA, dans le sens où on s'en fout que ça soit toi en fait, que ce soit ta voix ou pas, tu vois. Demain, ça se trouve, je vais peut-être écouter tu vois, j'écoute Hugo, mais je vais peut-être écouter machin truc qui en fait est pas un humain, mais c'est une IA. Est-ce que ça c'est grave? Ouais, je sais pas. C'est comme aujourd'hui, t'as déjà sur Instagram, c'est marrant, aujourd'hui t'as des comptes Instagram qui sont parmi d'ailleurs pour certains hyper suivis, voire parmi les plus suivis sur Instagram, qui sont des IA. C'est pas des vrais nanas ou des. C'est pas des vrais nanas et qui font des scores incroyables, qui ont des deals avec des annonceurs incroyables. Et c'est juste des mecs derrière qui génèrent des photos de meufs et qui font des. Et donc on a déjà ça sur certains réseaux sociaux. Je suis à peu près sûr qu'on aura aussi ça en podcast et que peut-être demain on écoutera des super podcasts mais qui ne sont pas générés par des humains. Ça, c'est des choses que vous travaillez déjà en interne? Nous, on travaille plutôt à l'étape de projet et il n'y a pas encore de ressources sur ces sujets. Nous, on ne travaille pas, tu vois, tous ces sujets-là sur la création de contenu, on les regarde parce qu'ils font partie de notre écosystème, mais notre mission n'est pas de t'aider à créer du contenu. On peut donner des conseils à travers nos blogs et
notre académie, etc. Mais on va pas donner un service qui fait du contenu. Là où on travaille beaucoup vis-à-vis de l'IA, c'est sur les outils de promotion. C'est comment demain, en cliquant sur un bouton, tu vois, de ton côté, tu vas pouvoir générer toute ta communication sur les réseaux sociaux, juste en cliquant sur un bouton. On va te générer ta vidéo, on va te générer tes posts sur les réseaux sociaux, on va te générer, je sais pas, tu vois, des images avec la tête de ton guest ou whatever, une citation, un truc comme ça. Tout ça va être généré automatiquement à un clic. Ça, vous travaillez dessus là. Ça, on travaille dessus. Oui, parce que c'est une feature marketing et c'est votre vision. Ah ouais. Et très clairement, je vais te dire un truc, les créateurs de contenu adorent créer du contenu, mais ils aiment pas le promouvoir. Donc c'est pour ça qu'on a une super valeur ajoutée, c'est que plus on va leur faciliter la vie pour les aider à créer ce marketing et cette promotion, plus ils vont nous adorer. Bah écoute, ça va être le mot de la fin et en tout cas c'est tout ce qu'on souhaite. Bah de toute façon moi en tant que client Ocha, je continuerai de regarder tout ça. On va discuter après de cette histoire de bêta privée, mais je suis hyper chaud. Et en tout cas merci beaucoup Max d'être venu, d'avoir pris le temps de passer cette on a passé quoi un peu plus de presque 1h30 ensemble à discuter. Merci d'avoir été aussi transparent sur ton parcours et sur toutes les données que tu pouvais nous donner. Écoute, j'ai envie de dire vive les podcasts, vive la création de contenu. Merci Ocha, merci Max. Merci. Et puis on se dit à très vite dans le podcast.